Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine sur Top Congo FM. Merci de votre fidélité au programme de votre radio. Aujourd'hui, nous parlons de l'endométriose et les différents traitements préconisés pour arriver à bout de cette pathologie qui affecte essentiellement les femmes en âge de procréer. Il s'agit là d'un véritable problème de santé publique, une maladie qui est malheureusement méconnue. On en parle avec notre invité, le docteur Guy-Lambert Manzongo. Il est gynécologue obstétricien, mais il est également manager général de Onyx Medical Center. Avec lui, nous mettrons également le point sur la campagne de dépistage gratuite de l'endométriose qui sera lancée ici à Kinshasa du 4 au 10 juillet prochain. Bonjour docteur et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour madame. Merci à vous aussi, fidèles auditeurs, de nous suivre. Alors docteur Guy Lambert, c'est quoi l'endométriose ? Oui madame, en fait nous appelons endométriose. Endométriose, au départ, c'est une maladie gynécologique qui intéresse précisément les femmes. Mais il y a quelques hommes qui peuvent en souffrir aussi, ce sont des cas particuliers. L'endométriose, comme maladie, c'est quoi au juste ? Au niveau du corps de la femme, nous avons un organe que nous appelons matrice ou utérus pour les médecins. Au niveau de la matrice, nous avons une couche à l'intérieur que nous appelons endomètre. C'est cette couche qui produit les sangs des règles que la femme voit chaque mois. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Cette couche ou ce tissu ne peut se retrouver qu'à la face interne de la matrice. Mais pour une raison ou une autre, si ce tissu ou cette couche se retrouve en dehors de la matrice ou même dans le muscle de la matrice ou en dehors de la matrice, ça peut se retrouver au niveau des intestins, au niveau de la peau, au niveau des ongles, au niveau de la tête, au niveau du poumon. Pour une raison ou une autre, on ne l'appellera plus endomètre, ça deviendra une maladie, et la maladie c'est l'endométriose. Mais vous avez dit que c'est une maladie qui affecte les femmes, mais ça peut aussi toucher les hommes. Mais comment expliquer que l'homme qui n'a pas de matrice puisse souffrir de l'endométriose ? Merci beaucoup madame Peggy. En fait, c'est vrai que c'est une maladie qui concerne exclusivement en grande partie la femme, mais les hommes peuvent quand même en souffrir. Pourquoi ? Les hommes peuvent en souffrir. Il y a dans certaines conditions, c'est vrai que l'homme n'a pas de matrice, mais cette matrice-là, avant de devenir matrice dans la vie embryonnaire, cette matrice provenait d'un tissu. Que ce soit l'homme ou la femme, ils ont eu le même tissu dans la vie embryonnaire, et ces tissus-là, c'est les mésoblastes intermédiaires. C'est-à-dire ? Alors, ces mésoblastes intermédiaires, c'est quoi ? C'est le tissu qui va faire naître certains organes. Et c'est ici qui va faire naître certains organes que nous appelons mésoblastes intermédiaires, va nous donner certains tissus. Et donc, chez la femme, nous avons la matrice. Okay? Alors, chez la femme, la matrice que nous avons a une même origine que d'autres tissus, que nous retrouvons aussi chez l'homme. Alors, il y a un tissu qu'on appelle péritoine, qui provient aussi de ces mêmes tissus-là, mésoblastes intermédiaires. La suite, c'est quoi ? Lorsque nous avons un homme qui prend certains médicaments, comme les anticancérés pour les traitements de la prostate par exemple, ces médicaments-là au long cours peuvent nous amener l'endométriose à transformer les tissus du péritoine en endomètre et commencer à sécréter. Et c'est le premier cas où nous pouvons avoir l'endométriose chez l'homme. Mais le deuxième cas, il y a certains hommes qui naissent avec certaines malformations. Vous avez déjà entendu parler des hermaphrodites, des pseudo-hermaphrodites, c'est-à-dire que ce sont des individus qui, en réalité, portent les deux sexes au même moment. Mais quand un individu porte les deux sexes au même moment, c'est le sexe masculin qui est plus prédominant. Mais cet individu-là contient en son sein certaines parties des tissus féminins. Et ces tissus féminins peuvent facilement, sous l'impulsion d'un médicament quelconque, d'un traitement, ça peut se transformer en endomètre et donner une endométriose chez l'homme. C'est quand même rare, mais ça existe. Ici au pays aussi, ça existe ? Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé un cas dans notre pays, mais en tout cas, ailleurs, c'est déjà décrit.
Et quelle est la situation de la maladie à Kinshasa et puis en RDC? Comment ça se présente? Ok, merci beaucoup. Je suis en train de faire ma recherche là-dessus. Je travaille ma thèse de doctorat sur l'endométriose. Alors, les informations que nous pouvons donner à la population congolaise en général, que nous estimons qu'au Congo, nous sommes aux alentours de 1 600 000, 1 800 000 femmes en âge de procréer qui souffriraient de l'endométriose. Et sur la ville de Kinshasa, là où j'ai déjà effectué des études, nous avons 9% des femmes qui ont consulté les gynécologues et chez qui on a pratiqué une célioscopie pour d'autres causes en dehors de l'endométriose, dont l'infertilité, les désirs de conception. Nous avons constaté il y a au moins 9% des femmes en âge de procréer qui consultent pour des problèmes gynécologiques en général, présentent de l'endométriose. Donc, ça constitue quand même un problème de santé publique dans notre milieu. Parce que déjà, en moyenne, nous sommes à 10% de la femme en âge de procréer qui présente de l'endométriose. Mais pourquoi on n'en parle pas si c'est un problème de santé publique? Ok, effectivement, si on n'en parle pas, nous avons un problème avec l'endométriose. Vous devez savoir que jusqu'aux preuves du contraire, nous n'avons pas des marqueurs fiables. C'est-à-dire que des substances ou des situations strictes qui peuvent nous dire qu'ici, nous pouvons dépister facilement l'endométriose. Donc, c'est-à-dire que pour poser le diagnostic de l'endométriose, ça exige beaucoup de choses que je vais parler avec vous ici. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'une femme présente déjà les signes de l'endométriose, ces signes sont confondus à beaucoup d'autres signes. Entre autres, ce sont des règles douloureuses que je vais parler avec vous ici. Une femme qui a des règles douloureuses, ça peut être l'endométriose ou pas. C'est ce qui fait que déjà, le diagnostic de l'endométriose est retardé en moyenne 7 ans dans notre milieu, d'après nos études locales ici. C'est après 7 ans au moins qu'on a ce diagnostic. Et de deux, pour poser le diagnostic de l'endométriose interne, par exemple, ou de l'endométriose péritonéale aussi, pour poser ce diagnostic, il nous faut toute une anesthésie générale, faire toute une intervention. À l'époque, il fallait ouvrir les ventres pour n'aller que voir et poser le diagnostic. Heureusement que maintenant, nous avons la paroscopie qui est là. Nous allons faire toute une opération avec tous les risques et périls pour ne poser que les diagnostics. Là, on est déjà dans les moyens pour poser le diagnostic. Non, c'est-à-dire que là, j'ai dit que vu que le chemin pour arriver au diagnostic est tellement long et qui nécessite des formations particulières pour les personnels de santé, c'est ce qui fait que la maladie est de moins en moins connue. C'est pourquoi nous nous battons à vulgariser et à aider ces femmes-là qui souffrent de l'endométriose. Et quelles sont les causes? Ce qui est vrai, jusqu'aux preuves du contraire, la cause directe de l'endométriose n'est pas connue. Mais nous avons quand même deux grandes orientations. Nous avons ce que nous considérons comme endométriose congénitale et endométriose acquise. Endométriose congénitale, c'est quoi? Ça veut dire que, jusqu'aux preuves du contraire, on s'est rendu compte qu'une femme qui présente de l'endométriose, ses enfants au premier degré ont 5 à 6 fois le risque de présenter aussi l'endométriose. Et il y a des gènes identifiés où on sait dire aujourd'hui que l'endométriose serait une maladie génétique. Vous avez dit il y a l'endométriose congénitale, vous avez expliqué, et l'endométriose acquise. En quoi consiste-t-elle? Quand nous parlons d'endométriose acquise, on arrive à voir cette endométriose-là après certaines pratiques médicales ou individuelles. Quand je parle des pratiques médicales, une femme qu'on a mal opéré des myomes, c'est son myome qu'on a mal opéré qui l'amène vers l'endométriose. C'est l'avortement non sécurisé en faisant des curettages abrasifs, ça nous amène vers l'endométriose. En faisant une mauvaise césarienne, ça nous amène vers l'endométriose. Donc, toute intervention sur la matrice mal faite peut nous amener vers l'endométriose. En dehors de cela, nous avons dit encore qu'il y a l'environnement qui joue un rôle très important, les plastiques que vous voyez là. J'ai profité de l'occasion pour dire aux femmes qui sont en âge de procréer, vraiment d'éviter de prendre de l'eau, des jus qu'on a exposés au soleil.
parce que les plasticas exposés au soleil jouent un rôle très important pour la survenue de l'endométriose. La carence en certaines vitamines aussi sont décrites, c'est ce que nous faisons l'effort d'éprouver dans nos recherches, que la carence en certaines vitamines comme la vitamine E, dans l'alimentation, la vitamine A, la vitamine C jouent un rôle très important pour la survenue de l'endométriose. Et quelles sont les manifestations de la maladie? Comment savoir que j'ai mal et je souffre de l'endométriose? Ce qui est vrai, déjà, je dois vous dire que les signes que je vais citer ici, ce ne sont pas des signes précis de l'endométriose, mais ce sont des signes qui nous orientent vers l'endométriose. Parce que partant de ces seuls signes-là, ça ne signifie pas que ça égale l'endométriose, parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent superposer avec ces signes. Mais déjà, en passant, toute femme qui a des règles douloureuses, on doit penser à l'endométriose. Je l'ai toujours dit et je le répète, que les règles, oui, mais pas la douleur. Les règles doivent être là, mais les règles ne doivent pas être douloureuses. Quand la douleur est déjà insupportable, en tout cas, il faut venir consulter, ça peut être de l'endométriose. Quand vous avez affaire à des femmes qui ont des règles abondantes, elles arrivent à utiliser déjà par jour plus de 3-4 bandes hygiéniques. C'est déjà un problème. Il faut penser à l'endométriose. Quand vous avez des règles qui dépassent 7 jours, il faut penser à l'endométriose. Quand vous avez des douleurs pendant des rapports sexuels, de douleurs profondes, il faut penser à l'endométriose. Quand vous avez des douleurs pendant la défécation, quand quelqu'un fait des selles, il faut penser à l'endométriose. Quand vous avez des douleurs pendant que la femme urine, il faut penser à l'endométriose. Mais tout ce que j'ai parlé des douleurs, il faut savoir que tout signe en rapport avec les douleurs, tout signe qui revient d'une façon cyclique, c'est-à-dire que ça apparaît des fois une fois les mois, ça apparaît une fois les mois, même si c'est une diarrhée, même si ce ne sont que des rhumes qui vous apparaissent chaque fois, presque vers la même période ou en concomitance avec vos règles, il faut penser que ça peut être l'endométriose. Et le deuxième signe le plus important pour l'endométriose, c'est l'infertilité. Parce que les femmes qui souffrent de l'endométriose, en tout cas, elles ont un sérieux problème de conception parce que l'endométriose, c'est parmi les facteurs qui nous bloquent la conception. Mais la femme qui conçoit normalement, enfin pas normalement, mais qui arrive à concevoir, mais qui a des douleurs, devrait-elle également penser à l'endométriose? Oui, elle doit toujours penser à l'endométriose parce que vous devez savoir une chose. L'endométriose, quand nous disons que l'endométriose bloque la conception, ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont l'endométriose n'ont pas d'enfants. Elles ont des enfants, ok? Celles qui ont accouché, elles présentent aussi de l'endométriose parce qu'ici, je vous ai dit, nous avons deux types d'endométriose. Il y a de l'endométriose congénitale et de l'endométriose acquise. Quelqu'un peut concevoir et après, pour une raison ou une autre, peut présenter de l'endométriose. Et quels sont les moyens pour poser son diagnostic? Les moyens pour poser les diagnostics de l'endométriose, déjà, vous devez savoir que si quelqu'un présente les signes que je venais de dire, doit venir voir le médecin généraliste. Et le mieux serait de voir un gynécologue et un gynéco qui travaille sur l'endométriose ou l'algologie gynécologique, ça serait mieux. Alors, à part voir le médecin, qu'est-ce que les médecins doivent faire? Ils doivent faire son examen gynécologique qui doit l'orienter vers l'endométriose. Mais il y a certains examens que nous devons faire pour vraiment poser les diagnostics de l'endométriose. Et quels sont ces examens? Les examens commencent par des examens les plus simples. Aujourd'hui, en France, on sait poser les diagnostics de l'endométriose à plus de 90% des sensibilités et des spécificités grâce à la salive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des examens sur la salive pour voir comment poser les diagnostics de l'endométriose. Chose qui n'est pas encore arrivée ici chez nous, mais nous nous battons, que nous soyons en mesure de les faire. C'est l'examen qui nous donne beaucoup d'espoir et beaucoup de certitude parce que c'est un examen non invasif. C'est-à-dire que là, ce n'est pas traumatique. Vous ne donnez que la salive. Et les deuxième examen non traumatique qui peut nous orienter vers certains types d'endométriose, c'est l'échographie. Une échographie surtout endovaginale peut nous préciser certains types d'endométriose. L'endométriose qui est au niveau des ovaires, que nous appelons endométrium. On peut déjà poser les diagnostics à l'échographie. L'endométriose profonde au niveau de la cloison rectovaginale, on peut déjà poser des diagnostics par l'échographie. Et puis l'adénomiose, qui est une endométriose au niveau du muscle utérin, on peut aussi poser des diagnostics à l'échographie. Et là encore, nous insistons que
les personnes qui doivent faire cette échographie-là doivent certainement être entraînées parce que nous avons des images particulières pour l'endométriose. Alors, à part ça, il y a l'IRM que nous pouvons faire, il y a les scanners que nous pouvons faire, il y a même l'hystérosalpingographie pour certains cas d'endométriose tubaire que nous pouvons faire. Mais l'endométriose qui pose beaucoup de problèmes, c'est l'endométriose qui se trouve au niveau des intestins, au niveau du péritoine. Et cette endométriose-là, pour poser les diagnostics, nous sommes obligés d'utiliser l'endoscopie. Et l'endoscopie que nous utilisons, c'est la laparoscopie, où nous devons faire un examen. Attendez, docteur, l'endoscopie et la laparoscopie, vous pensez vraiment que toutes ces personnes qui nous suivent, qui ne sont pas outillées, comprendront votre langage? Merci beaucoup. C'est quoi l'endoscopie? En fait, quand nous disons que nous devons faire l'endoscopie, je vous ai dit ici au départ que pour poser le diagnostic de l'endométriose avant l'avènement de l'endoscopie, nous ouvrions l'abdomen. Il fallait ouvrir l'abdomen. Vraiment faire une laparo, fongoli, tu regardes à l'intérieur pour voir il y a la maladie et tu fermes. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? À travers un pertuis de 5 à 10 mm, nous faisons entrer une caméra et tout ce qui se trouve dans le ventre, on sait le voir sur un écran. C'est ce que nous appelons en grosso modo un peu la laparoscopie. On sait voir, on sait opérer sans ouvrir et ça nous donne un peu beaucoup plus de précision pour l'endométriose ainsi que d'autres maladies. Donc aujourd'hui, la laparoscopie, c'est vraiment un examen idéal pour poser les diagnostics de l'endométriose péritonéale. Et l'hystéroscopie aussi nous oriente et nous donne des précisions sur certains types d'endométriose comme des adénomioses que nous pouvons aussi voir par hystéroscopie. Et c'est coûteux? Effectivement, c'est coûteux. Déjà, la moyenne pour l'hystéroscopie sur la ville de Kinshasa, c'est 150, 160 $. Et la laparoscopie diagnostique, c'est déjà aux alentours de 700, 800 $. Alors, docteur Jean Lambert, le traitement de l'endométriose, comment est-ce qu'elle se présente? Merci beaucoup, Madame Peggy. Ce qui est vrai que nous devons quand même être vrais envers nous-mêmes, que l'endométriose, c'est une maladie chronique. Quand je dis une maladie chronique, ça veut dire que c'est une maladie qui traîne pendant longtemps. Et donc, ça évolue à bas bruit? Oui, ça évolue à bas bruit. Alors, nous avons des grands groupes de traitements. Nous avons ce qu'on appelle les traitements médicaux, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des médicaments, tout comme nous avons un traitement qu'on appelle les traitements chirurgicaux que nous pouvons opérer. Alors, le médicament que nous utilisons joue un rôle très important parce qu'on s'est rendu compte que lorsque la femme règle, la maladie avance. Et la maladie ne peut apparaître normalement que pendant les règles. C'est-à-dire que quand les règles disparaissent, la maladie aussi doit normalement disparaître. C'est-à-dire que c'est une maladie qui intéresse la femme qui est en âge de procréer. Mais il est quand même décrit quelques cas d'endométriose, comme il y a ni jamais ni toujours en médecine, chez les femmes qui n'ont pas encore vu des règles. Et il y a aussi quelques cas d'endométriose que nous avons à constater chez les ménopausées. Mais ce sont quand même des cas rares. Alors, en âge de procréer, aussi longtemps que la femme règle, il y aura toujours prolifération de l'endométriose. La maladie va progresser. Alors, avec les médicaments, qu'est-ce que nous faisons? Au départ, il y a un groupe de médicaments qui doivent bloquer des règles. Il y a des médicaments que nous donnons qui bloquent les règles pour essayer d'assécher les tissus de l'endomètre en dehors de son endroit habituel. Mais nous devons quand même dire qu'avec ces médicaments, nous avons souvent des échecs. Parce qu'apparemment, on ne résout pas les problèmes, mais on ralentit les problèmes. Alors, de l'autre côté, on peut aussi quand même donner certains médicaments sous forme de pilules qui joueraient un rôle très important toujours pour voir comment atténuer les effets de ces hormones-là sur les tissus de l'endomètre, mais ça ne donne pas vraiment des résultats très sûrs. Alors, qu'est-ce que nous faisons? C'est la chirurgie qui nous donne beaucoup plus d'espoir. Et en chirurgie, aujourd'hui, je m'excuse, faire la chirurgie de l'endométriose égale faire la laparoscopie. Et avec la laparoscopie, au moins, nous avons l'espoir que nous résolvons tant soit peu les problèmes. Mais il y a certains signes qui se présentent dans l'endométriose. C'est quoi? C'est la douleur, qui est le maître symptôme, et l'infertilité. Parce qu'on peut donner des médicaments
mais nous devons soulager la malade par ces douleurs. On peut opérer, mais il faut que la malade accouche. Mais ça, vous devez savoir qu'en ce qui concerne la conception, en tout cas déjà, quand le stade de l'endométriose est avancé au stade 3 et 4, stade avancé, en tout cas, la chirurgie ne suffit pas, le médicament ne suffit pas. Pour ces femmes-là, il faut penser à l'assistance médicale à la procréation. C'est-à-dire qu'il faut penser à la fécondation in vitro. Et là, je profite de l'occasion pour vous dire déjà que sur la ville de Kinshasa, il y a un deuxième laboratoire qui vient de s'installer, à part celui du docteur Moussikwa. Il y a Gemtai sur Boulevard du 30 juin, qui fait déjà la fécondation in vitro, que je salue aussi. Et il y a déjà des réussites. C'est une bonne chose pour nous. Mais comment une matrice qui est problématique peut arriver à supporter un fœtus, même si on fait in vitro? Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est une matrice qui a déjà des problèmes, mais avant qu'on y arrive à faire, nous préparons la femme. C'est-à-dire qu'il faut préparer cette matrice-là à transporter un bébé. Mais la grande difficulté que nous avons aussi, il y a la forme que nous appelons adénomiose, qui déjà sur cette matrice-là, il est difficile de faire quelque chose. Nous recourons aux femmes porteuses, chose qui n'a pas encore commencé ici, mais je crois que les amis qui sont dans la fécondation in vitro avec Jamtai, ils vont faire l'effort de commencer là-dessus. Parce que je pense que tout le monde a droit à un enfant et celles qui en ont besoin doivent en avoir. Mais c'est un traitement qui est coûteux à peu près combien? La fécondation in vitro ici, en parlant de la prise en charge, de l'endométriose. La prise en charge de l'endométriose, la chirurgie de l'endométriose ici, pour l'endométriose profonde, nous sommes aux alentours de 2500 $3,000 pour la chirurgie. C'est-à-dire que s'il faut prendre la moyenne de la prise en charge totale de l'endométriose, dès la consultation jusqu'à la chirurgie, sur la ville, il faut mettre une moyenne de 5000 $. Donc ça veut dire que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se faire soigner. Effectivement, c'est ça. On a dit que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se faire soigner. Alors, comme chercheurs, à l'université de Kinshasa, nous sommes réunis quand même. On s'est dit non, il fallait trouver solution aux personnes démunies, parce que c'est tout le monde qui a droit à la santé. De la même façon, on dit, il y a certains qui sont riches, certains sont pauvres, mais tout le monde a droit à la santé. C'est pourquoi j'ai créé une fondation qui porte mon nom, la fondation Monzango Sibo. Cette fondation-là a comme objectif d'apporter les soins spécialisés de qualité à des personnes démunies souffrant d'endométriose. Et voilà, je profite de l'occasion pour vous dire que nous sommes en train d'organiser une campagne, et cette campagne est dédiée uniquement pour les femmes qui souffrent de l'endométriose. Tous les signes que j'avais cités ici, règles douloureuses, règles abondantes, infertilité, donc manque d'enfants, désir de conception, tout ça, venez, vous êtes les bienvenus parce que je suis en association avec la fondation Pamoudja. C'est une fondation que je salue avec beaucoup d'amour. C'est une fondation de la diaspora. Il y a des médecins et des non-médecins. Alors, il y a au moins un groupe de médecins qui viendront de la Belgique et des États-Unis qui vont se joindre à moi à partir du 4 On va en parler, docteur. Voilà. Alors, pour la prise en charge, vous avez dit que, en fait, dans l'endométriose, vous avez quand même relevé des cas des femmes ménopausées qui souffrent de l'endométriose et de jeunes filles également qui ne sont pas encore en âge de procréer, qui présentent également des signes de la maladie. Mais chez cette catégorie des personnes, comment se fait la prise en charge? Est-ce qu'elle reste la même? Oui, la prise en charge ne change pas, mais il y a quand même certaines particularités. Imaginez-vous une femme qui est en ménopause et une fille qui n'a pas encore commencé ses règles. Il y a une différence parce que celle qui est en ménopause, on peut facilement se décider pour faire partir sa matrice. Mais celle qui n'a pas encore vu ses règles, elle a besoin de concevoir et autres. En tout cas, pour la jeune fille, nous commençons d'abord par un traitement médical. Et puis, pour la ménopausée, c'est la chirurgie radicale qui est la plus indiquée. Donc, le principe reste le même, mais c'est les décisions à prendre selon les types de traitements que l'âge et les besoins de concevoir entrent en jeu. Mais quel est le pronostic? Comment ça se présente au bout du traitement? Au bout du traitement, plus tôt on diagnostique, le pronostic est bon. Plus tard, on diagnostique, le pronostic est mauvais. Mais vous devez savoir que dans le principe général, l'endométriose en soi ne tue pas beaucoup. Presque pas. Mais l'endométriose arrive à tuer comment?
lorsque la prise en charge, surtout, elle est mauvaise. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui confondent les diagnostics de l'endométriose. Il y a des femmes qui sont opérées à cause de l'endométriose et ce sont ces opérations qui se compliquent. Et nous devons quand même dire qu'il y a une petite proportion de l'endométriose qui peut se transformer en cancer, surtout l'endométriose des ovaires. Et c'est dans cette proportion-là que l'endométriose devient vraiment mortelle. Oui, vous avez parlé également d'une campagne que vous organisez à partir du 4 au 10 juillet prochain. Concrètement, comment ça va se passer? Ok, en fait, nous organisons une campagne, comme je venais de le dire, avec l'association en association avec la Fondation Pamoja. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons consulter les femmes qui présentent les signes que j'avais cités ici, que je répète encore. Les règles douloureuses, les règles abondantes, des règles dépassant 7 jours, de douleurs pendant des rapports sexuels, les désirs de conception, c'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ont de l'infertilité, nous allons les consulter gratuitement. La consultation, elle est gratuite. Et je tiens à rappeler que les examens que nous allons faire, ce sont les hystéroscopies et de laparoscopie. Et toute femme chez qui nous allons poser les diagnostics de l'endométriose, qui nécessitera une intervention en ce qui concerne l'endométriose, ces femmes-là seront opérées gratuitement. Là, vous le dites parce que vous êtes à l'antenne ou réellement elles seront opérées gratuitement? Je crois que cette antenne m'a reçu déjà et c'est la 3e édition que nous faisons. Et les femmes que nous avons déjà opérées savent que, en tout cas, en ce qui concerne l'endométriose, nous les opérons gratuitement. Mais si la femme présente une autre pathologie que l'endométriose, peut-être myome et autres, effectivement, elle ne paiera pas, mais elle prendra en charge les kits opératoires. Parce que nous avons reçu des kits opératoires uniquement pour les femmes qui souffrent de l'endométriose. Et nous saluons tout le monde qui a contribué pour ça. Et quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a des critères à remplir? Il n'y a pas de critères à remplir, mais tout ce que nous demandons est que nous allons consulter uniquement les femmes qui vont s'enregistrer au préalable. Et pour s'enregistrer, nous avons envoyé des lettres dans des églises, dans des associations de femmes, mais nous donnons aussi un numéro pour tout le monde qui n'a pas pu avoir accès à ça, d'appeler ou d'envoyer un message au 081 644 16 99. Si je peux me répéter encore, 081 644 16 99. C'est-à-dire qu'il faut appeler au préalable parce que normalement, c'est le 30 juin que nous arrêtons avec les enregistrements qui ont débuté du 15 au 30 juin. Et ils ne seront consultés que celles qui se sont enregistrées au préalable. Ce sont celles-là que nous allons consulter. On va au moins les appeler 2 jours avant pour les prévenir que tu seras consulté. Et les consultations se feront à Onyx Medical Center et à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. C'est là que nous allons faire ces consultations. Il y aura d'autres gynécologues qui vont venir des États-Unis et de la Belgique qui vont se joindre à moi. Nous allons consulter. Et puis, celles qui auront de l'endométriose, je les répète, seront opérées gratuitement. Et en contrepartie, docteur, qu'est-ce que vous attendez? En contrepartie, ce qui est vrai que nous avons, comme chercheurs à l'université de Kinshasa, en contrepartie, j'aurai les informations sur l'endométriose et l'état des lieux de l'endométriose dans mon pays. Comme philanthrope, j'aurai rendu service à l'humain qui est mon semblable. Voilà ce que je m'attends en contrepartie, moi et la Fondation Pamoja. Ok, vous avez dit que c'est la 3e édition. Est-ce qu'on peut avoir une idée des 2 premières éditions? Qu'est-ce que ça donnait? Ça s'est passé quand exactement? Et qu'est-ce que ça donnait sur le terrain aujourd'hui? Ok. Déjà, en 2020, nous avions fait la première édition. Et là, nous avons eu à consulter nous avons eu à consulter 283 femmes. Et dans ces 283 femmes, nous avions eu à poser les diagnostics des 24 femmes qui avaient de l'endométriose. En 2021, nous avons eu à consulter 1013 femmes. Et de ces 1013 femmes, c'était au mois de mars, c'était l'année passée, nous avons eu quand même à avoir 53 cas d'endométriose. Confirmé. Alors, cette fois-ci, comme nous avons des hôpitaux, et il y aura une bonne équipe qui sera là, nous pensons aller consulter jusqu'à 1500 femmes et s'attendre au moins
à 100 ou 150 femmes qui peuvent avoir de l'endométriose. Et de ces 100 femmes-là, opérées ne fissent que 50. Parce que nous estimons que les autres peuvent avoir de l'endométriose, mais ça ne s'en sera pas au stade qui nécessitera une opération. Mais au moins, elles vont bénéficier de la laparoscopie. Oui, mais est-ce que les résultats de vos campagnes, de vos traitements, est-ce que vous les soumettez aussi au ministère de la Santé publique? Bien sûr que oui. Nous sommes contrôlés par la zone de santé. Et quelle zone de santé? À la zone de santé de Lingouala, nous sommes contrôlés par la zone de santé. Ça c'est ce qui est vrai. Mais en dehors de ça, les résultats sont publiés aussi dans des revues scientifiques internationales pour faire voir dans le monde, au vu du monde académique, que réellement l'endométriose existe dans ce pays et ça constitue un problème que nous devons faire l'effort. Merci beaucoup, docteur Guy Lambert. Mais j'aimerais savoir, la femme qui souffre de l'endométriose, après traitement, peut-elle retrouver une vie normale? Oui, la femme qui souffre de l'endométriose, après traitement, peut retrouver effectivement une vie normale parce que cette femme-là, elle a des grands problèmes qui la dérangent. Et les problèmes, c'est la douleur. Et le deuxième problème, c'est l'infertilité. Or, avec la douleur, les médicaments peuvent les résoudre. L'intervention peut le résoudre. Déjà, elle va retrouver sa vie normale. Et avec l'infertilité, au stade non avancé, stade 1-2, la grossesse spontanée, la conception spontanée, disons, est possible. Stade 3-4, la fécondation in vitro est là pour trouver solution. Donc, je pense et je suis convaincu. Ce n'est pas que quelque chose où j'estime, mais il y a des femmes que j'ai traitées qui ont retrouvé leur vie. Et je profite de l'occasion pour dire que si nous faisons cette campagne, c'est parce que j'ai toujours pensé vivre un Congo sans endométriose. C'est ça mon idéal. Et l'endométriose est l'affaire de tous. Et en dehors d'être l'affaire de tous, nous avons toujours rêvé, redonner les sourires aux femmes qui souffrent de l'endométriose, parce que ces femmes souffrent effectivement. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage. Il y a des femmes qui ont perdu leur vie de couple, qui ne savent rien faire à cause de l'endométriose. Donc c'est un fléau quand même que nous devons en tenir compte. Et je profite de l'occasion pour dire que notre objectif, ce n'est pas que de voir la ville de Kinshasa, c'est de voir aussi l'intérieur. Et voir les provinces, les sénateurs, les gouverneurs des provinces, voir comment ceux dont la chose intéresse peuvent nous contacter. Et nous allons descendre avec nos équipes pour faire les dépistages de l'endométriose et traiter à l'intérieur du pays. Mais une préoccupation quand même, est-ce qu'on doit seulement consulter un gynécologue lorsqu'on a des douleurs? Est-ce qu'on ne peut pas y aller simplement comme ça pour faire un check-up? C'est vrai qu'on peut y aller comme ça, parce que ça, je dois vous le dire aussi, nous devons avouer que plus de la moitié de l'endométriose n'a pas de signes. Il y a des femmes, si vous avez 10 femmes qui souffrent de l'endométriose, il y aura au moins 5 femmes qui viennent comme ça, mais qui n'ont pas d'endométriose, qui n'ont pas de signes que je venais de citer. Ils peuvent avoir un autre signe qui les amène, mais quand on vérifie, on trouve de l'endométriose. Donc, une femme, elle est la bienvenue aussi. En dehors des signes que nous avons cités, peut décider de venir faire les check-up, elle viendra. Mais il y a certains examens que nous ne pouvons pas la faire pour les check-up. Par exemple, la laparoscopie, on ne la fera pas parce que c'est un examen invasif. Il faut qu'il puisse avoir une indication. Alors, on termine déjà. Un dernier message. Merci beaucoup. Je demande à toutes les femmes quinoises qui présentent les signes de l'endométriose de venir s'enregistrer. Et celles qui ne présentent pas des signes, de venir quand même. Celles qui ne présentent pas des signes de venir faire les check-ups, elles sont les bienvenues parce que les consultations sont gratuites. Et celles qui souffrent de l'endométriose, celles chez qui on a déjà diagnostiqué de l'endométriose, que ces femmes mettent dans leur tête qu'il y a des Congolais qui ne dorment pas, nuit et jour, ils lisent, ils partent dans des congrès à leurs propres frais pour trouver solution à leurs problèmes. Et en Lingala aussi, parce qu'il y a celles aussi qui nous suivent, qui aimeraient aussi capter votre message. Merci beaucoup. Nazo lobela ba mama nyoso ya Kinshasa, basi nyoso na ingumba ya Kinshasa. Oyo baza koyoka pasi ezala makila na bango epesaka ba pasi ba perdaka makila ebele ba o baza na difficulté ya kobota baza boye ibolamu mpona campagne na biso. Alors ba oyo baza kobela déjà endométriose ba diagnostica ango déjà ba yebaki
congolais et l'université de Kinshasa en général, que je salue mon recteur et puis mon doyen. Nous nous battons, nous et jour, pour que tout trouver solution pour l'endométriose. Et moi, je reste convaincu que nous allons former une équipe très forte avec mes maîtres pour trouver solution à l'endométriose. C'est quoi batongo bana basu esengeli baya bakoya wapi? Ok. Bana basu esengeli baya babenga na numéro de téléphone oyo 081 644 16 99. Babenga na numéro na ozongela ngo lisusu 081 644 16 99. Babenga na numéro wana bami enregistré au préalable au plus tard les 30 à 24 heures, on arrête les enregistrements et c'est les 4 juillet que campagne Ekobana. Merci beaucoup, Dr Guy Lambert. Merci beaucoup, Madame Peggy Wabeno. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, amis de Top Santé, je rappelle que nous avions aujourd'hui parlé de l'endométriose et les différents traitements préconisés pour arriver à bout de cette pathologie qui affecte essentiellement les femmes. Nous avons donc parlé avec l'invité du jour, c'est le docteur Guy Lambert Manzongo, qui est gynécologue obstétricien, mais qui est également manager général de Onyx Medical Center. Avec lui, nous sommes revenus donc sur cette pathologie et il faut retenir que en République démocratique du Congo, 1 600 à 800 femmes souffrent de l'endométriose et à Kinshasa, 9% des femmes en âge de procréer qui consultent des gynécologues pour d'autres raisons présentent des signes d'endométriose. Le signe majeur reste l'infertilité, reste les règles douloureuses, les règles abondantes. Il faut donc retenir ça. Et si vous présentez tous ces signes, il faudrait donc consulter un gynécologue. Et je rappelle aussi qu'il se tient à Kinshasa sur initiative de Onyx Center. Voilà. Une campagne de dépistage gratuite d'endométriose du 4 au 10 juillet prochain. Du 4 au 30 juillet prochain, pardon. Donc, si vous êtes affecté par tous ces signes, n'hésitez surtout pas à contacter le numéro qui a été communiqué au cours de cette émission. Voilà, on termine par ici. Je dis merci à toute l'équipe technique. Merci également à Didi Binsika et à Patrick Mongongo qui nous ont aidés. Merci aussi à Jacques Nzinga qui a permis la mise en œuvre de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.